Bien, je crois qu'on va y aller. Écoutez, merci d'être aussi nombreux. J'avoue qu'on se faisait un petit peu de soucis, on n'était pas sûr d'avoir pu vous contacter tous, mais apparemment le message est passé. Alors nous sommes très heureux de vous retrouver. En un mot, vous nous avez manqué. Et comme vous avez pu le constater, nous vous avons préparé un programme de 11 conférences, dont un des fils rouges sera la question de la confiance. Alors ces mois interminables de mise en quarantaine nous ont tous atteints et ont mis à mal notre sociabilité et notre espace public. Comme si notre train avait déraillé. Nous allons nous retrouver différents pour de nombreuses raisons. La première est que nombre d'entre nous ont perdu parents ou amis, mais pas que. Toute notre planète a souffert, certains plus que d'autres, et l'ampleur de cette crise sanitaire a été telle que si l'on se réfère à l'histoire des épidémies, nous avons vécu une sorte de mixte entre la lèpre et la peste. La deuxième raison est que nous avons bien compris que nous ne sommes plus dans un temps pour les idées toutes faites, pour des théories chlorosées ou usées jusqu'à la corde. Nous ne pouvons plus nous réfugier sous nos édredons, d'ailleurs je ne sais plus si ça existe encore, ou à l'intérieur de nos frontières, comme certains nous le proposent dans des discours où l'autre est un danger et non une chance. Alors tout est à repenser, nous le savons, l'économie, la politique, les équilibres planétaires, la morale, l'éthique, nos systèmes de valeurs, dont certaines, et pas des moindres, sont inaliénables, comme par exemple, vivre n'est pas seulement se protéger contre la mort. Si tel était le cas d'ailleurs, nous ne serions pas ici ce soir. Tout est à défendre donc de ce que nous pensons essentiel, et nous ne pouvons fonder l'avenir sur des choix biopolitiques qui ne peuvent être que d'un moment et ne sont pas appelés à durer. Cela est d'autant plus important que nous n'en avons pas fini avec le Covid et peut-être d'autres épidémies à venir. René Char, dans les feuillets d'hypnose, en temps de résistance, nous dit « Autant que je peux, enseigne à devenir efficace pour le but à atteindre, mais pas au-delà. Au-delà est fumée. » Donc, et vous me pardonnerez cette expression familière, mais j'ai eu très envie de filer la métaphore, ne nous laissons pas enfumer, ne nous dessaisissons auprès d'aucun pouvoir de ce qui nous appartient en démocratie, le pouvoir de débattre, de comprendre et d'agir en conséquence. Et pour nous y aider, nous avons ce soir la formidable chance et l'honneur d'accueillir François Host pour notre conférence de rentrée. Merci François Host d'être avec nous. Merci pour votre attention. Oui, juste quelques mots. Alors il faut le brancher, Philippe. C'est bon. Il y a du rouge, quand c'est rouge, ça ne marche pas. Quand c'est vert, ça marche. D'accord, c'est nouveau, c'est une sortie. Voilà, c'est une grande chance d'accueillir mon ami et collègue François Host, qui est vraiment un grand juriste. On a accueilli ici des grands juristes comme Robert Badinter, comme Jean-Denis Bredin, malheureusement qui nous a quittés, académicien, avocat, professeur de droit, etc. Vous avez la liste dans la présentation du CML. Et François fait partie, François Host, des grands juristes. Il est capable d'écrire sur la théorie du droit, le droit de l'environnement, les droits de l'homme, etc. Et puis, il est quelqu'un qui s'ouvre sur les nouveaux problèmes de la société. Il a écrit des nombreux ouvrages, je ne vais pas être trop long, mais au moins 4 ou 5 ouvrages. À quoi sert le droit? Assez récemment, chez Bruyant. Raconter la loi, c'est aussi quelqu'un qui raconte la loi par des contes, aux sources de l'imaginaire juridique, chez Léonie Jacob. Le temps du droit, un ouvrage merveilleux montrant l'importance de la vision temporelle du droit, chez Léonie Jacob. La nature hors la loi, un très bel ouvrage aussi qui a inspiré beaucoup de chercheurs sur le droit de l'environnement, etc., etc. Vraiment, je suis très content d'accueillir François. Beaucoup de mots ont circulé dans notre imaginaire et dans les médias. Le mot coronavirus, Covid-19, la Covid ou le Covid, le mot geste barrière, le mot cluster, le mot confinement, déconfinement, etc. On en a perdu complètement la raison parfois, on devenait fou un peu, en tout cas sidéré par ce qui nous est arrivé. Mais finalement, de quoi la Covid est-elle le nom? Est-il
est-il ou est-elle le nom? On ne sait plus parler tellement. On a eu d'acronymes, de mots anglo-saxons dans ce monde mondialisé, globalisé. Alors voilà, je crois qu'il est temps de passer la parole à François pour nous parler de ce qui nous arrive à travers cette crise sanitaire qui, j'espère, est terminée. On va se terminer. Voilà. D'abord, un grand merci à Madame Daru et à Philippe Pedro qui m'accueillent et qui ont eu des mots très aimables pour moi. Merci à vous de vous être mobilisés par ces jours de très grand beau temps. Et je suis particulièrement heureux d'avoir un certain nombre de lycéens en classe terminale dans cet amphithéâtre. Ça fait vraiment plaisir de retrouver en présentiel, en présence, des personnes de qualité pour essayer de réfléchir à ce qui nous arrive. Je suis aussi vraiment, je le répète, très, très heureux d'être de nouveau dans ces murs que je connais bien. J'ai eu la chance de venir pour la faculté de droit, pour le prix de l'Académie littéraire du Var. C'était quasiment un de mes derniers déplacements, le 7 mars 2020. Et puis à cette tribune ô combien nécessaire du Collège méditerranéen des libertés. Alors, mon thème, effectivement, c'est le Covid en rapport avec le petit livre que j'avais écrit, Petite minute de publicité, qui est en vente à l'entrée, un prix très modique, comme d'ailleurs l'épaisseur du livre qui ne dépasse pas 120 pages. Donc, je m'intéresse à penser en sciences humaines et sociales le Covid. Je viens aussi de terminer un deuxième petit livre qui s'appellera ABCD d'une pandémie, pour penser justement tous ces mots que nous avons dû apprendre au cours de cette épidémie. Donc notre objet, c'est le Covid, mais plus original, c'est la question qui est le fil rouge de cette série de conférences, qui est la question de confiance, avec un magnifique programme que vous avez reçu à l'entrée, dont je me fais volontiers le publicitaire. La question de la confiance est en réalité une question qu'on ne pose jamais, sauf parfois au Parlement, la question de confiance. La confiance est quelque chose qui paraît tellement évident, tellement naturel, elle est un peu comme l'air qu'on respire. Alors, je voudrais réfléchir avec vous, très simplement, en philosophe d'abord, pendant quelques minutes, à ce que confiance veut dire. Et puis, je dirai quelques mots d'hypothèse générale concernant le Covid. Et puis, je vous proposerai 4 chantiers de mise en rapport de ces deux thèmes, confiance d'une part et Covid de l'autre. Confiance. En sciences humaines, quand on doit partir d'une feuille blanche, eh bien, je vous propose toujours de partir de l'étymologie des mots ou de leur traduction. Nous n'avons que les mots pour réfléchir, ils sont précieux, il faut les prendre au sérieux. Donc ce mot confiance vient certainement du latin cum fidere, donc il y a 2 composantes au mot, cum, qui veut dire ensemble, et voilà déjà une première indication. Elle évoque l'idée que cette confiance tient au lien social, à ce qui fait communauté, à ce qui assure le lien. Et puis il y a l'autre composante du mot, fides, fidere, la foi, le crédit, la croyance, qui nous indique qu'en matière de confiance, nous avons affaire à des choses qui ne sont pas évidentes, qui ne vont pas de soi, qui ne sont pas assurées. On est dans le domaine des aléas, de la complexité, de l'imprévisible. Toutes choses qui définissent assez bien la vie, et la vie sociale en particulier, vous en conviendrez. Je rapproche ces 2 premières observations, et ça nous fait progresser. La confiance accepte cette complexité, elle assume cette incertitude, et elle le fait ensemble, dans l'interaction et l'interlocution. Au niveau de la parole, la confiance scelle le pacte langagier. La personne qui est en face de moi, je lui fais crédit.
elle bénéficie au moins de la présomption que ce qu'elle dit est vrai. Après, la présomption peut être renversée, mais on ne parviendrait pas à échanger deux mots si on n'acceptait pas cette espèce de pacte initial. Même chose dans le domaine de l'interaction, dans le domaine de l'action. La confiance, c'est la foi dans la parole donnée, qui est indispensable pour le partage des tâches, pour le partage du travail, pour la vie sociale tout ensemble. Voilà donc la confiance qui apparaît comme la condition même de la vie sociale. Pour moi, c'est l'huile du moteur social, le carburant du vivre ensemble, le milieu dans lequel peut s'épanouir toute institution, de la plus petite comme la famille, le couple, jusqu'à la plus grande comme l'Organisation des États-Unis, des Nations Unies. Quand la confiance existe, elle est à la fois un gage de bonheur, de paix, d'efficacité. En revanche, quand elle est absente, elle se traduit par les maladies du lien social, la jalousie, le ressentiment, la dépression. Dans la gouvernance des groupes, j'ai eu le privilège de co-diriger une université pendant une dizaine d'années, donc je vois très bien ce que ça veut dire, la confiance. Dans la gouvernance des groupes, privés ou publics, la confiance permet de faire l'économie, gain de temps, en amont de l'action. Elle permet de faire l'économie de beaucoup de règles et de beaucoup de procédures. Et en aval de l'action, elle permet de faire l'économie de beaucoup de contrôles et d'évaluation. A l'inverse, permettez-moi de faire l'hypothèse que la prolifération actuelle des réglementations et des contrôles de toutes sortes, l'obsession de l'évaluation, tout ça me semble reposer sur un fort déficit de confiance qui pourrait conduire au grippage des institutions. Je termine cette petite introduction toute simple sur la confiance en disant qu'elle présente différents objets. Et d'abord, soi-même, la confiance en soi, self-esteem, l'estime de soi, qui est indispensable. Aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même. On ne peut pas, sans estime de soi, se porter dans le lien social. Confiance dans l'autre, bien sûr, dont l'épidémie récente nous portait au contraire à nous défier. L'autre, tout d'un coup, devenait porteur de menaces et de contagions possibles. Et puis, surtout, confiance dans les groupes, les institutions. Il en sera beaucoup question au cours de cette causerie, l'institution de la science, l'institution politique, l'institution des médias, l'institution juridique. Voilà quelques mots tout simples d'introduction à l'idée de confiance. Maintenant, quelques mots de l'autre côté concernant le Covid, avant de rapprocher les deux. Je vais demander à Madame la Présidente l'autorisation de tomber la veste. Oui, oui. Voilà. Ici, à la tribune, en tout cas, il fait assez chaud. Voilà. Alors, donc, à propos du Covid, je pose une question préalable, la question de savoir si, au fond, cette épidémie doit être interprétée comme une révolution, quelque chose de totalement inédit, ou au contraire, comme le révélateur de tendances lourdes déjà bien à l'œuvre avant le printemps 2020. Et je dis à cet égard que la fulgurante progression de l'épidémie planétaire de Covid-19 durant l'année 2020, accompagnée par les mesures de confinement décidées par nos gouvernements, relevait certainement de l'inédit et de l'exceptionnel. Du moins était-ce ainsi que ces événements étaient vécus et commentés. Nous étions collectivement sous le choc de l'événement. Les mots pour le qualifier, les procédures pour le traiter faisaient défaut. Nous étions pris de court, sommés dans l'urgence de bricoler, d'improviser des réponses. Un an plus tard, cette impression d'inédit et d'altérité radicale demande, me semble-t-il, à être nuancée. Avec le recul, l'événement de la pandémie se révèle être, d'une part, nettement moins imprévisible qu'on l'avait soutenu, et d'autre part, il apparaît autant comme un révélateur de tendances lourdes de nos sociétés que comme une révolution porteuse de rupture radicale. Je développe ces deux points. D'abord, le côté imprévisible.
L'exposition aux pandémies de nos sociétés interconnectées dans le cadre du village mondial n'était pas une surprise pour les spécialistes. Les historiens rappellent notamment, et Mme Larue a fait allusion déjà aux épidémies de lèpre et de peste qui ont ravagé nos contrées depuis des temps immémoriaux, plus proches de nous, les historiens rappellent, pour s'en tenir au XXe siècle, les vagues de grippe qui ont successivement déferlé sur le monde. En 1919, sa fameuse grippe espagnole, plus proche de nous, 57-58, plus proche encore, 67, 68, 69. En conséquence, des plans de santé publique existaient, destinés à faire face à l'événement. Du matériel était stocké, des protocoles de réaction étaient mis au point. Mais, comme vous le savez, ces stocks, notamment de masques, n'ont pas été entièrement reconstitués, je pense, en Belgique comme en France. La production de matériel médical stratégique avait été délocalisée dans l'intervalle, et en France notamment, ces plans d'urgence sanitaire avaient été purement et simplement ignorés et oubliés. Donc, ça n'était pas irréversible, enfin, totalement nouveau, mais on l'avait oublié. Par ailleurs, le deuxième point, il s'est avéré, au fur et à mesure que la pandémie s'installait, que celle-ci agissait comme un révélateur de déséquilibres qui affectaient déjà nos sociétés depuis des années. Elle opérait comme un catalyseur des inégalités affectant les membres de nos sociétés. Elle agissait comme un accélérateur de ces tendances lourdes. Permettez-moi de citer quelques exemples. D'abord, le sous-investissement du secteur de la santé publique, l'hôpital public, et le glissement de pouvoir au sein de l'hôpital, en tout cas en Belgique, je pense que ce n'est pas très différent en France, le glissement de pouvoir au sein de l'hôpital des médecins aux comptables, avec l'obsession financière de la rentabilité de ce qui est pourtant un service public. Il y a des articles de Philippe Pedro que j'ai pu lire pour préparer cette conférence qui l'établissent clairement. La dépendance à l'égard de pays lointains, la Chine notamment, pour des produits d'importation stratégique nationale, ce que Jacques Attali appelle désormais les produits qui relèvent de l'économie de la vie, notamment vaccins, médicaments, matériel sanitaire. Troisième tendance qui existait déjà, la proximité excessive des conglomérats urbains et de la vie sauvage, avec la fameuse ville Wuhan, foyer de l'épidémie, qui en est un exemple caricatural avec ses immenses marchés d'animaux vivants, favorisant la transmission du virus des animaux aux hommes, les fameuses zoonoses, que j'aime beaucoup parce que ça, pour mon abécédaire du Covid, ça me permet de remplir la case Z, qui n'était pas très remplie. Pour la case A, j'ai agueusie, et pour la case Q, je cherche toujours. Voilà, peut-être QR. Voilà. Merci. Alors, parmi ces déséquilibres, il y a aussi l'allongement de la durée de nos vies, notamment de personnes affectées de diverses maladies chroniques, ce qui nous a aussi permis de découvrir le mot de comorbidité. Puis il y a l'aggravation des inégalités sociales, exposant les personnes et les familles à des préjudices très différents selon les conditions sociales, on l'a suffisamment dit pour ce qui était du confinement, par exemple. Également l'aggravation de la fracture numérique, à l'heure où le recours à l'Internet a pu, pour beaucoup d'entre nous, mais pas pour tous, compenser l'isolement dans lequel nous étions forcés de nous maintenir. Et puis aussi, il y a la complexité extrême des processus de gouvernance entraînant une certaine atonie de la vie politique, de la vitalité démocratique. Ce constat est de nature à modifier à la fois notre perception de l'événement et la manière dont il convient sans doute de le traiter. Sur le plan de la perception, de la qualification de l'événement, l'idée se fait jour qu'il s'agit au moins autant d'une syndémie, encore un terme nouveau, syndémie, que d'une pandémie. Alors, où est la différence ? C'est à la fois une pandémie et une syndémie. La pandémie, c'est une épidémie qui touche évidemment une partie très importante de la population mondiale, clairement. Mais s'y ajoute l'aspect syndémique qui caractérise un entrelacement de maladies, de facteurs biologiques et environnementaux qui, par leur synergie, causent et aggravent les conséquences de ces maladies sur une population. Vous vous doutez bien que ce n'est pas un juriste philosophe qui peut avoir inventé cette idée, donc je m'en remets à l'autorité médicale,
pas n'importe qui, Richard Horton, le rédacteur en chef de la prestigieuse revue médicale Lancet, qui invite, dans un éditorial du 26 septembre 2020, à considérer effectivement cette maladie comme une syndémie. Dans ses formes les plus sévères, elle est au moins autant l'effet du virus que des comorbidités qui affectent ses victimes les plus exposées. Et quand on creuse un peu, comorbidités qui sont elles-mêmes liées souvent à des situations sociales plus défavorisées et aussi à un plan plus global à des déséquilibres environnementaux. Alors que les épidémies des siècles antérieurs étaient vécues comme des chocs exogènes, résultant de châtiments divins, la syndémie actuelle apparaît plutôt comme une maladie endogène, produite de nos modes de vie. Alors si ça est exact au plan du diagnostic ou de la qualification, ça rejaillit également au plan du traitement, enfin, des solutions. Et je dis à cet égard qu'on ne maîtrisera le Covid qu'en le replaçant dans ce contexte global, sanitaire, environnemental et social, ce qui devrait nous conduire à privilégier des stratégies complexes et révisables par rapport à des mesures simples et unilatérales. Les stratégies de sortie de crise ne pourront se contenter de résultats exprimés en termes d'indices de contamination ou de taux d'occupation des lits d'hôpitaux. Sans une prise en compte sérieuse des déséquilibres collatéraux évoqués, les probables futures crises sanitaires qui interviendront dans le futur reproduiront très vraisemblablement les hésitations et les errements des premiers mois de gestation de la syndémie. La philosophe Barbara Stiegler, qui a écrit des choses très intéressantes sur le Covid, ne dit pas autre chose, je la cite, « Si nous ne changeons pas de modèle économique, social et politique, si nous continuons de traiter le virus simplement comme un événement biologique dont il faudrait se borner à bloquer la circulation, les accidents sanitaires ne vont cesser de se multiplier, écrit-elle. » Dans ces conditions, je termine par là ce point d'introduction sur le Covid, dans ces conditions, il est sans doute sage de considérer avec beaucoup d'observateurs, notamment Bruno Latour, que l'épisode Covid représente la répétition générale de crises globales, écologiques, sanitaires et sociales encore à venir. Alors nous n'allons pas nous désespérer, mais plutôt nous poser la question mobilisatrice de savoir comment donner corps et consistance à l'avenir, aux modèles parfois généreux et imaginatifs qui ont surgi surtout au printemps 2020, comment donner corps aux intuitions fulgurantes qu'il nous est arrivé d'entrevoir au cours des mois précédents. Comment traduire les scénarios de rupture qu'évoquait le président Macron dans son fameux discours du 16 mars 2020? Comment s'affranchir de ce que j'appelle les scénarios en relance, reprise, game over, voilà, reprise comme si il suffisait de tourner la page et de recommencer comme avant. Et dans le cadre de cette série de conférences sur la confiance, je pose la question, comment réinsuffler de la confiance en nous-mêmes, dans les autres dont nous nous défions par les gestes barrières et dans les institutions pour refaire du collectif. Voilà donc mon thème d'aujourd'hui en liant les deux aspects confiance-Covid. Je vous propose, je tiendrai la montre à l'heure, je vous propose 4 chantiers, 4 thèmes. On parlera de science, de la confiance dans la science et démocratie dans un premier temps. La question de la confiance par rapport à la peur liée et aux risques liés aux enjeux les plus vitaux, santé, vie, mort. Puis je serai beaucoup plus bref sur un troisième thème, qui est le thème de l'économie, de la monnaie, confiance dans la monnaie, la dette qui s'accumule. Et puis d'après le temps qui nous restera, question de confiance en rapport avec l'état de droit qui a été si malmené au cours de ces mois. On a parlé d'état d'urgence, d'état d'exception, d'état de nécessité. Comment penser un état de droit pour période de tempête? Je pense qu'on n'échappera pas à cette question. Comment garder confiance dans nos institutions au moment même où elles devront limiter, encore une fois, nos libertés.
Voilà donc notre programme de réflexion. Je commence par le premier chantier, sciences et démocratie. La crise sanitaire a placé les sciences médicales, mais aussi statistiques, au cœur du débat public et à la base des politiques nationales, suscitant un certain nombre de controverses qui nous contraignent à nous réinterroger sur leur nature et leur rôle dans la gouvernance. Projetés du jour au lendemain sur le devant de la scène médiatique, les experts étaient tantôt loués comme des prophètes ou des sauveurs, tantôt vilipendés comme des charlatans ou des fossoyeurs des libertés. Ces experts ont eu fort à faire pour lutter contre les manipulations médiatiques, politiques, parfois commerciales, dont ils étaient souvent menacés, en même temps qu'ils avaient à lutter contre le flux ininterrompu des faits alternatifs et des contre-vérités. Je crois donc nécessaire de commencer par rappeler la nature de l'activité scientifique. La science, c'est une entreprise rationnelle, indépendante et collective d'explication du monde à l'aide d'hypothèses qui sont soumises à discussion sur la base de protocoles d'expérimentation, de procédures de validation, qui sont elles-mêmes soumises à discussion réglée sous le contrôle des pairs. Une telle entreprise ne peut prétendre, et elle ne prétend pas à la vérité absolue et éternelle. Elle tend vers la plus grande objectivité possible. Il est donc normal que ces résultats soient soumis à controverse et toujours révisables. Ça ne signifie pas pour autant que ces résultats sont arbitraires. Simplement, ils sont fragmentaires, ils sont provisoires, ils sont tout simplement les moins contestables possibles au regard de l'état actuel des connaissances, qui évoluera demain, c'est évident. La méthode scientifique, nous le savons depuis Descartes, est basée sur le doute et la controverse, mais c'est une controverse entre gentlemen, je veux dire publique, réglée. En revanche, le soupçon, et vous voyez la problématique de la défiance ici, le soupçon dénigrant et l'indifférence à l'égard du vrai ne font pas partie de la pratique scientifique. Le soupçon est délétère, il a partie liée avec le ressentiment. Quant à la disqualification de l'effort en vue de recherche de la vérité, elle relève tout simplement du complotisme. Dans ces conditions, je pose la question de savoir quel doit être, quel a été le rôle de la connaissance scientifique dans le gouvernement de la cité. La réponse à cette question a été constamment brouillée tout au long de la crise sanitaire, et ce, tant au regard des menaces externes qui pèsent sur la science que parfois au regard de ses dérives internes. Sur le plan externe, la place réservée aux analyses scientifiques a été marquée, pour paraphraser la Junie de Racine dans Britannicus, tantôt par l'excès d'honneur, tantôt par l'excès d'indignité. Je veux dire, dans notre langage de ce soir, tantôt trop de confiance, tantôt trop de défiance. Tantôt, pour trop de confiance, les politiques cherchaient à cautionner les décisions impopulaires qu'ils adoptaient, qu'ils devaient sans doute adopter, en se dissimulant derrière l'avis d'experts soudain portés au nu. En se défaussant ainsi sur les conclusions présentées comme incontestables de la science, le discours officiel des autorités transformait souvent les hypothèses en certitudes, les corrélations probables en causalité certaine, les statistiques en normes, autant de glissements indus. Il faut rappeler en effet que si le rôle du scientifique est de chercher, de douter, de conseiller, celui du politique est de rassurer, d'affirmer et de décider. Ce ne sont pas les mêmes rôles. Particulièrement en situation d'incertitude extrême, la nature de l'activité scientifique ne se réduit jamais à l'application pure et simple d'un savoir prêt à l'emploi, un savoir préalable, incontestable. Certes, il s'imposait de recourir à la science, mais celle-ci doit toujours demeurer à sa place. Le grand économiste anglais de l'après-guerre, Keynes, disait du scientifique qu'il devait se tenir sur le siège arrière de la voiture, pas au volant. Le volant, il est tenu par les politiques. Le politique, c'est nous, c'est la souveraineté nationale. Jamais la science ne peut prétendre s'imposer comme principe unique d'action, d'autant que, comme on l'a vu, elle est elle-même tributaire de débats et d'interrogations. Cet excès d'honneur ou de confiance conduit
au danger de la technocratie, ou comme on l'a écrit dans un terme un peu plus jargonnant, d'épistocratie. C'est notre collègue et ami Alexandre Viala qui l'écrit, enfin tout le monde comprend ce que ça veut dire. Mais il y a plus grave. La période écoulée a également exposé la pratique et le discours des experts à toutes sortes d'indignités, de manque de confiance, diversement dommageables. J'en ai repéré plusieurs figures en préparant cette conférence. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler l'effet Cassandre. Vous savez, dire la vérité et ne pas être cru. Je veux dire par là que même lorsque nous sommes dûment avertis des dangers qui menacent, et nous étions avertis par les experts de la très grande probabilité de retour d'épidémies de genre SARS, voilà, eh bien, même quand on sait ça, il arrive souvent que, en raison de différents mécanismes de défense et de refoulement, nous n'ajoutions pas foi, crédit, à ces prédictions. Plus grave, dans certains cas, nous avons réduit au silence les lanceurs d'alerte. Ainsi, le courageux médecin chinois de Wuhan, le médecin Li Wenliang, qui a été muselé par les autorités chinoises parce que dès automne 2019, il avait levé un coin du voile sur l'économie qui commençait à se développer. Dans une même logique, il arrive, et je ne veux pas faire du complotisme, je ne veux pas être naïf non plus, il arrive que des gouvernements ou de grandes firmes pharmaceutiques en arrivent à falsifier des données d'analyse en vue de préserver des intérêts stratégiques ou financiers. Pour m'en tenir à des exemples politiques, hélas très célèbres, il suffit de se rappeler comment l'ex-président Trump ou l'actuel président Bolsonaro au Brésil traitent la réalité scientifique de l'épidémie. À l'ère de la post-vérité, dans laquelle nous sommes entrés, qui pourrait faire l'objet d'un cycle de conférences, à l'ère de la post-vérité, l'entreprise scientifique et aussi la vie démocratique sont menacées par un danger plus grave encore, c'est l'indifférence à l'égard du vrai, et même la disqualification de l'idée de la vérité. Car quand vous avez un complotiste en face de vous et que vous lui démontrez par A plus B que la Terre est ronde et pas plate, il s'en fiche, c'est pas son problème. Donc, il n'y a plus le partage de la référence commune à quelque chose comme l'objectivité ou la vérité. Comme si ce qui comptait désormais était plutôt la radicalité des convictions, la pureté des intentions, plutôt que l'accord construit en commun sur des constats partagés. Systématiquement soupçonnés d'être biaisés par des intérêts partisans, les discours d'experts, loin de constituer des socles de discussion, nourrissent alors les feux ravageurs de paranoïa complotiste. C'est ainsi la confiance dans toute espèce de parole d'autorité, celle des enseignants, celle des médias, celle des académies, cette confiance qui s'évapore au profit du repli sur l'entre-soi des réseaux sociaux, eux-mêmes abreuvés d'informations montées en boucle et indéfiniment répétées par les algorithmes. Les Lumières, qui sont tout de même notre référence, le siècle des Lumières, les Lumières développaient l'esprit critique dans l'espace de l'échange public, l'espace public. À l'opposé, l'ère de la post-vérité entretient l'esprit du soupçon dans les silos des réseaux sociaux. Les Lumières favorisent le progrès des connaissances et la construction d'un consensus démocratique. Alors qu'à l'opposé, l'ère de la post-vérité produit l'infodémie, encore un terme nouveau que le Covid nous a appris, donc le règne des fausses rumeurs, l'infodémie qui entretient la division sociale et qui dégrade les débats en assénant des réponses simples, parfois injurieuses, à des questions complexes. Je souligne à cet égard que c'est aussi le sort de la démocratie, aussi bien que celui de la science, qui se joue dans ce rapport à la vérité. Certes, la démocratie a besoin de débat, elle n'est que débat, mais aussi, il lui faut à certains moments partager des repères factuels au-delà de la diversité d'opinions. J'ajoute encore, pour terminer sur la science, que si elle était menacée du point de vue externe, il y avait aussi ses propres dérives internes. Je cite, mais ça c'est bien connu, c'est pas nouveau, le mandarinat qui induit un certain conservatisme au sein même des laboratoires, en vertu de rapports de force bien humains, le
des mandarins. Mais ce que je vis surtout, c'est l'hyperspécialisation, qui est une maladie de la science moderne, qui compromet la vision de synthèse qui est particulièrement nécessaire dans des situations complexes comme la santé des individus et qui ne se réduit évidemment pas à un secteur. L'hyperspécialisation est aussi singulièrement désarmée lorsque surgissent des problèmes inédits, vu sa propension à penser dans une direction déterminée, toute chose égale par ailleurs. Dans des situations complexes et imprévues comme celles auxquelles on était confronté, qui se posaient à une échelle planétaire et qui avaient des résonances sociales considérables, c'est plutôt le dialogue entre scientifiques dont on avait besoin. Et j'élargis, pas seulement sciences naturelles, mais aussi sciences humaines. Ainsi aussi, ce n'est pas tout. Dialogue entre théoriciens et acteurs de terrain pratiquant, ici, la médecine en acte ou l'aide sociale sur le terrain. Et là, en tout cas, je parle pour la Belgique, c'est quelque chose qui m'a fort étonné, c'est le fait qu'à des moments clés de gestion de la crise sanitaire, notamment les premières semaines de l'épidémie, et puis les moments où on a commencé à vacciner, les généralistes, qui ont pourtant la confiance en général de leur clientèle, étaient plutôt tenus en lisière, défiance, on s'en défiait, on ne leur faisait pas suffisamment confiance, me semble-t-il, et ça a pu expliquer aussi des retards à l'allumage, notamment pour les campagnes de vaccination. Ici, j'élargis un peu mon propos, toujours dans ce premier chantier, et je voudrais plaider pour une culture du débat qui ne soit pas seulement une culture du débat entre spécialistes. En effet, on peut regretter, c'est pas tellement le passé qui m'intéresse, mais si le Covid est la réputation générale de choses qui vont encore nous tomber sur la tête, je pense plutôt aux crises à venir, on peut plutôt regretter un style de décision, un style de logique ou de rationalité qui a été à l'œuvre pendant tous ces mois, je dirais de type un peu managérial, de type unilatéral, pragmatique, où l'essentiel était de définir un objectif déterminé et d'allouer le plus rationnellement possible les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif, toutes choses égales par ailleurs. Toutes choses égales par ailleurs. Donc ici, l'idée, c'était surtout ne pas dépasser tel taux d'occupation des lits d'hôpitaux, pour toutes les raisons qu'on a dites, et effectivement, alors prendre les mesures qui s'imposaient vu cet objectif. Mais précisément, dans la vie réelle, les choses ne se passent jamais en bulle. C'est pas un vilain jeu de mots. Ne se passe jamais toutes choses égales par ailleurs. On a toujours intérêt, surtout dans une gestion politique de la crise, à élargir les prémices, c'est-à-dire les éléments dont il faut tenir compte pour prendre une décision. Je plaide ici pour un changement de logiciel, de paradigme, de logique ou de rationalité. Il s'agit en somme d'accepter l'idée que les crises de l'ampleur de celles que nous traversons ne s'accommodent pas d'une gestion simplement managériale, qui résonne à l'aide de chiffres, de courbes statistiques, toutes choses égales par ailleurs. Ce que des crises d'une telle ampleur exigent, c'est un traitement politique, relevant de la raison pratique, arbitrant entre options concurrentes qui peuvent être plus ou moins également raisonnables. Et là, il y a un lien fort qu'on peut faire entre incertitude et démocratie. Il y avait une forte incertitude, en effet, on ne savait pas, on devait improviser, c'est certain. Eh bien, on peut dire que, et je m'inspire du regretté philosophe Jean-Luc Nancy, qui est décédé il y a quelques semaines, qui écrit ça très bien dans un livre que je cite, qui s'appelle « Un trop humain virus », et il dit qu'au fond, les démocraties, parce qu'elles n'ont pas une feuille de route prédéterminée, parce qu'elles ne relèvent ni de la tradition, ni de la révélation, ni de la dictature de la science, comme l'était jadis le marxisme, la démocratie a plus de chances de pouvoir aborder l'incertitude parce qu'elle fait plus de place au débat ouvert où chacun a sa part de vérité à faire valoir. C'est aussi une façon de réhabiliter, je suis très sensible à ce thème, le tragique dans la vie collective. La période qu'on a vécue était tragique, pas seulement parce qu'il y avait beaucoup de morts, pas seulement parce que comme dans les tragédies, nous étions
très souvent nous-mêmes les auteurs de cette fatalité qui nous tombait dessus, mais aussi parce que plus profondément, ce que nous apprennent les tragédies, c'est à raisonner, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite. Et nous sommes condamnés à décider, comme dit Paul Ricoeur, entre le gris et le gris, et pas entre le noir et le blanc. Et donc, la rationalité tragique est une rationalité dont nous avons besoin pour affronter la complexité et l'incertitude, pour nous délivrer des pensées en noir et blanc, des pensées il n'y a qu'à, des pensées manichéennes qui, hélas, seront évidemment beaucoup plus vendables sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut accepter que les débats auxquels nous étions confrontés étaient complexes, il n'y avait pas nécessairement de réponse unique. Et les trois questions que j'aborderai dans les chantiers suivants, la question de la valeur de la santé de la vie, la question économique et la question de l'état de droit, ne sont pas des questions simples. Et voilà, il y a des thèses raisonnables qui peuvent se faire valoir, il va falloir arbitrer entre celles-là. Je termine ce chapitre consacré à la science et à la politique ou la démocratie en évoquant d'un mot la question chinoise, parce qu'il s'est trouvé au cours des mois précédents de bons esprits pour vanter la solution chinoise. N'avait-il pas en quelques mois réussi à juguler la pandémie? Nous avons tous en tête ces images d'un hôpital, je ne sais pas, 4000 lits construits en 10 jours. Alors, effectivement, il y a eu des succès sanitaires incontestables. Je ne pense vraiment pas que la Chine puisse être prise en exemple de modèle de gouvernance, dès lors que c'était la Chine qui avait laissé se multiplier les virus dans ses marchés animaliers, où l'on vend d'ailleurs des animaux parfaitement interdits au commerce par les conventions internationales. La Chine qui a liquidé ses lanceurs d'alerte, j'en ai parlé, qui a dissimulé à l'OMS au cours des premiers mois la gravité de l'épidémie et qui réussit à contrôler le virus au prix d'une biosurveillance généralisée. Évidemment, les succès sanitaires furent dignes d'éloge, mais à quel prix? Et je dis que, pas très loin de la Chine, en Corée du Sud ou à Taïwan, on a aussi obtenu de mêmes succès dans le traitement de l'épidémie sans recours à tous ces moyens. Le point commun, sans doute, je parle sous le contrôle des spécialistes des cultures asiatiques, le point commun, sans doute, c'est une psychologie collective plus propice, pour le dire gentiment, au consensus et à la discipline que dans nos pays. Mais pour nos pays, je voudrais quand même, pour être optimiste et mobilisateur, souligner aussi, au cours des mois écoulés, la grande résilience de la société civile dans le monde académique, culturel, les cartes blanches, les billets d'humeur, les études qui fleurissaient vraiment. Vraiment, c'était un moment de grande créativité intellectuelle. Et sur le plan quotidien, tous ces gestes de solidarité au niveau des quartiers, solidarité intergénérationnelle, qui nous ont appris au fond à nous débrouiller lorsque, parfois les collectivités étaient défaillantes. Nous avons fait preuve d'un bel esprit de résilience, et c'est ça aussi qu'il faudrait essayer de sauver dans l'après-Covid. Alors, mon deuxième chantier concerne, à propos de confiance-défiance, la question de la peur et du risque, et particulièrement pour ce qui nous fait le plus peur, c'est évidemment notre santé et peut-être la mort. Alors la peur. La peur était ravivée chaque jour par des statistiques alarmantes, relayées avec complaisance par nos médias. Elle fut évidemment très présente au cours des premiers mois de la pandémie. D'autant que cette peur s'inscrivait dans un climat général d'incertitude quant à l'avenir. Certains parlent déjà de notre époque comme des 30 peureuses, par opposition aux 30 glorieuses, servant à désigner les années de forte croissance, 45, 75. Et en visitant avec mes amis hier
l'exposition Mère imaginaire organisée par la fondation Carmignac sur l'île de Porquerolles, j'ai découvert un nouveau mot, encore un, il n'est pas encore dans mon abécédaire, c'est solastalgie, qui est l'angoisse environnementale, l'éco-peur suscitée parmi les plus jeunes, notamment par évidemment la nécessaire mais angoissante annonce d'apocalypse environnementale. Néanmoins, j'observe par rapport à l'histoire des pandémies que jamais nous n'avons cédé à des paniques, notamment pour des raisons religieuses dans les siècles précédents, pas de panique, mais on l'a vu avec les fake news, parfois des angoisses intimes se traduisant par la montée du complotisme. Chez nos gouvernants, parfois, excès de mise en œuvre, ou mauvaise interprétation plutôt, de mise en œuvre du principe de précaution qui a conduit dans certains cas à en faire trop détaillé, notamment en Belgique en tout cas, le nombre de personnes de la bulle sociale que l'on pouvait fréquenter et qui variait quasiment d'un jour à l'autre. Voilà. Mais cette peur, la question de la peur est une question très sérieuse parce que c'est une question politique par excellence. On sait depuis Thomas Hobbes, le Léviathan, 1659, on sait combien la peur est une passion politique. C'est la pire des passions politiques, la plus dangereuse, dès lors qu'elle conduit les individus à renoncer très facilement, pour moi ça a été un sujet d'étonnement, très facilement leur principale liberté, dès lors que le sentiment d'insécurité l'emporte sur tous les autres. On va se réfugier comme des moutons sous la houlette du Léviathan qui garantit la sécurité. Nous savons que des régimes autoritaires, voire totalitaires, s'installent facilement à la faveur de ce climat de peur, de cette perte de confiance en soi. Et des études très sérieuses de psychosociologie ont été faites sur les électorats des partis extrémistes, il ne faut pas vous faire de dessin, notamment, pour ne pas parler de la France ou de la Belgique, mais pendant l'électorat de Trump, c'est des classes sociales qui se sentent disqualifiées, déclassées, perte de confiance en soi. Et c'est pour ça que j'insistais tellement tout à l'heure sur la nécessité première de l'estime de soi, de confiance en soi, parce que la peur engendre le repli. Comme disait le philosophe Schopenhauer, la peur, ce sont les piquants du hérisson, c'est-à-dire qu'elle génère une forme d'agressivité à l'égard de l'autre dont on croit qu'il prend ma place ou qu'il me menace. Donc la peur est à prendre très au sérieux, c'est une passion politique très forte, très facile à manipuler, très dangereuse. Or, pourtant, nous avons besoin de la peur, c'est ça le problème. Pour ne pas nous endormir, pour ne pas faire l'autruche, nous avons besoin de la peur. La peur peut être bonne conseillère. L'enjeu consiste alors à transformer des peurs tétanisantes, celles des collapsologues, annonciateurs d'apocalypse, de les transformer, ces peurs négatives, en peurs mobilisatrices, qui sont des aiguillons pour l'action, un peu comme le tract du comédien ou du conférencier qui l'amène à préparer mieux sa conférence. Donc, peur peut être bonne conseillère. Plusieurs philosophes nous invitent sur ce chemin. Depuis 1979, le philosophe Hans Jonas, dans son grand livre, un peu initiateur de toute l'écologie politique, son livre du principe responsabilité, il parle de l'heuristique de la peur qui nous rend intelligents, qui nous fait sortir nos antennes et nous orienter dans un monde dangereux. Le bon philosophe français Jean-Pierre Dupuy, au lendemain de Tchernobyl, écrit un livre dans lequel il en appelle au catastrophisme éclairé, celui de Bison Futé, qui a peur d'être pris dans les bouchons, qui se renseigne et qui prend les petites routes de délestage pour que la catastrophe annoncée ne se produise pas. La dissuasion nucléaire repose également sur le catastrophisme éclairé. Plus proche de nous, le sociologue allemand Ulrich Beck en appelle un catastrophisme émancipateur. Ce qu'il veut dire, c'est que sur fond de scénarios de catastrophe, on est appelé, et les plus jeunes notamment, à construire des utopies, ce n'est pas encore la catastrophe annoncée, à construire des utopies mobilisatrices qui puissent nous amener à assumer de façon plus maîtrisée l'avenir. Donc, maîtriser la peur,
Maîtriser la peur, maîtriser le risque, ça va ensemble, risque et peur. Alors effectivement, la période que nous avons traversée était grosse de toutes sortes de risques. Mais le risque zéro n'existe pas. La vie sociale comporte une infinité de risques, de nature et d'intensité diverses. La recherche du risque zéro est une chimère qui ne doit pas devenir un objectif de santé publique. Elle ne manquerait pas de produire des comportements hygiénistes délirants, comme celui de ce milliardaire américain, constructeur d'avions, son nom m'échappe, mais vous avez vu ce film célèbre où il s'enfermait dans sa chambre d'hôtel, il ne voulait plus voir personne. Ou alors ça conduirait au biopouvoir, qu'annonçait Michel Foucault. Le risque est une construction sociale. Il y a toujours des risques. La seule question est de savoir le niveau de risque auquel individuellement et socialement nous acceptons de nous confronter. Pour l'épidémie du coronavirus, je pense qu'on n'y est. C'est pas demain la veille qu'elle sera éradiquée. Il y aura toujours un niveau acceptable de diffusion de l'épidémie. Tant que le taux R0 est inférieur à 1, elle est jugulée et on peut s'en accommoder. On ne va pas tous être confinés chez soi. Ça m'amène à aborder, toujours dans ce deuxième chantier, je ne perds pas l'heure de vue, je sais qu'elle avance très rapidement, mais je serai très rapide sur les deux derniers points, ou même on pourra les laisser pour la discussion, parce que je voudrais consacrer encore quelques minutes dans cette réflexion, la confiance liée au risque pour les choses les plus importantes, la santé, la vie et la mort, à poser peut-être des questions encore plus délicates, de ces questions tragiques qui n'ont pas de bonne réponse, qui nous amènent à prendre nos responsabilités. Je veux dire ceci. La communication officielle, développée depuis le début de la pandémie, repose sur un impératif catégorique présenté comme unique, présenté comme évident et hors débat. La vie est sacrée. Nous faisions le choix inconditionnel de la vie. Je vais peut-être vous choquer, c'est le débat. Je pense que si l'on veut sortir de la pensée unique, il faut aussi oser porter la discussion sur ce point central, qui est comme la tâche aveugle du traitement de la crise. Je crois qu'il faut interroger ce primat prétendu de la vie et de la santé. J'ai, heureusement, pour me guider, un maître important, qui est le philosophe André Comte-Sponville, qui a eu le courage de poser très tôt cette question. La santé est-elle une valeur? Et la vie est-elle la valeur suprême? Commençons par la santé, dont on accordera qu'elle est un aspect, mais un aspect seulement de la vie. Et je réponds à la question que je pose moi-même. La santé est un bien, mais pas une valeur. C'est un bien infiniment précieux, plus précieux certainement comme d'autres biens, comme le talent ou la beauté par exemple, mais pas une valeur comme le sont la liberté, la justice ou la solidarité. Soit, m'accorderez-vous provisoirement. Mais la vie alors? La vie au moins n'est-elle pas la valeur suprême, la condition de possibilité, comme disent les philosophes, de tout le reste? J'en suis pas sûr. Il arrive parfois que l'on sacrifie délibérément la vie, soit par altruisme, soit par désespoir. Quant aux États, nos États, ils ne se sont jamais fait faute au cours de l'histoire de réclamer le sacrifice suprême de certains de leurs enfants, ou en dehors des guerres, des pompiers courageux par exemple, qui risquent leur vie. Comme si les humains ne s'accommodaient pas nécessairement de la simple survie. Et donc une nouvelle distinction s'impose. Je ne mets pas dans la trace de Hannah Arendt, toujours une bonne référence, qui distingue à cet égard la vie nue, nous y voici, la vie nue, la simple vie biologique, la vie ramenée à la survie, mesurée par des paramètres matériels, des chiffres, et puis de l'autre côté, la vie sensée, celle que nous construisons et que, idéalement, nous voudrions heureuse, libre et digne. Alors que la vie nue est pure immanence, simple animalité. Au contraire, la vie sensée, la vie vraiment humaine, est parfois disposée à se sacrifier pour des causes jugées plus hautes ou des personnes jugées plus importantes que nous-mêmes. La philosophe
Léniel Lavastine, que je ne connaissais pas, mais qui a écrit un beau livre sur le Covid et assez tôt distingue à cet égard, enfin dit ceci plutôt, la vie au sens biologique, c'est l'alpha, c'est le début, c'est la condition, mais c'est pas l'oméga. Et Jean-Luc Nancy, toujours lui, distingue la vie biologique du bien vivre au sens grec, euzen, bien vivre, l'idéal de la cité selon Aristote. Ces discussions relatives à la valeur que nous entendons attachées à la vie débouchent naturellement sur des conditions relatives au sens que nos sociétés attachent à la mort. Psychologues et anthropologues s'accordent à reconnaître combien la mort est devenue un sujet tabou dans des sociétés comme les nôtres, sociétés aseptisées, qui dans leur volonté de contrôle intégral rêvent de surmonter cette ultime barrière, cette limite, comme c'est déjà le cas dans certains projets transhumanistes relatifs à l'homme augmenté et à l'immortalité. Faute d'y parvenir encore, nos sociétés s'emploient à refouler le spectacle de cette mort qu'elles ne sauraient voir. Aussi les plus vieux sont-ils aiguillés vers ces maisons où ils s'éteignent discrètement. Et lorsque l'engorgement des couloirs d'hôpitaux menace, tout est entrepris, y compris la mise à l'arrêt d'un pays, pour éviter les images du scandale. Or, en protégeant à tout prix nos existences simplement biologiques, je pense qu'on désapprend à vivre. En oubliant qu'on meurt, on dévitalise nos vies, on les virtualise, on les ampute de ce qui fait leur singularité. Ce déni de la mort me paraît profondément anti-humaniste, dès lors que la mort représente une dimension constitutive de la vie elle-même. Les Grecs appelaient les humains les mortels. Et toute la philosophie de Heidegger, c'est une philosophie de l'être pour la mort. Une vie qui est marquée par ce que les philosophes appellent la finitude, qui signe à la fois la fragilité, la grandeur et le sens de la vie humaine. C'est pourquoi il est nécessaire, aussi pour cette question essentielle qui était au cœur du traitement de la pandémie, d'en appeler à la mise en débat de ce qui pouvait paraître évident et indiscutable à première vue. Le risque, en effet, est qu'en conduisant des politiques qui sont indexées sur le seul impératif de la survie physiologique, objectif louable, mais on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc en faisant cela, le risque est qu'on en vienne à brader les autres valeurs que des êtres libres attachent à une vie sensée. Alors vous avez dit, mais donnez-nous des exemples. Je pense par exemple, à un certain moment, l'interdiction d'assister les derniers moments de ses proches dans les EHPAD ou dans les maisons de repos, ça c'était vraiment scandaleux, c'est une faute morale et qui a laissé beaucoup de traces chez les intéressés. Il est 7h35 et je voudrais maintenant, et je vais me tourner vers les organisateurs, qui me disent très très franchement, et je peux m'arrêter ici, combien de temps je dispose pour qu'il y ait un moment suffisant pour le débat? 5 minutes. 5 minutes. On y va. Ça sera très simple. Donc mon troisième chantier, je suis satisfait parce qu'en fait je ne suis pas du tout économiste et spécialiste. Mon troisième chantier, c'est l'économie. Je dis simplement, je rappelle Macron, quoi qu'il en coûte. Il a dit, le 16 mars 2020, les gens seront soutenus, les secteurs en difficulté seront soutenus, quoi qu'il en coûte. Et nos pays ont tenu parole. On a soutenu à bout de bras les personnes les plus fragiles, les secteurs les plus menacés. La planche à billets a tourné à plein rendement. La dette de nos pays, je cite François Langlais dans un ouvrage intitulé « Quoi qu'il en coûte », a monté de 20% en un an, passant aujourd'hui à 120%. Pas trop de problèmes parce que les taux d'intérêt sont bas, tout va bien, mais il y a un moment, sauf à croire à l'argent magique, où il faudra rembourser. On ne vit pas dans un monde imaginaire. Comme ça a été le cas, il a fallu rembourser après les guerres. Alors, quels sont les outils aux mains des gouvernants pour résoudre ce problème? Plus d'impôts, c'est difficile. Plus d'économies, c'est difficile. Annuler la dette, c'est possible dans certains cas, mais, question de confiance, on ne fera pas le coup deux fois aux prêteurs, aux créditeurs, et donc la confiance va le briser, comme ça a été le cas pour l'Argentine, dont le crédit est durablement ruiné. Et c'est là que je veux en venir, quatrième recette, ça a marché à tous les coups, c'est la dévaluation progressive de l'inflation et la dévaluation progressive ou brutale de la monnaie.
qui fait une victime, c'est la catégorie des épargnants. Vous allez dire tant pis pour eux, mais donc c'était vraiment ça. Clemenceau a dit au lendemain de la Première Guerre mondiale, les épargnants seront euthanasiés. Voilà. La dette a été en 1929, la dette était réduite des 4/5. Donc les gens ont été remboursés. Voilà, moi, ça ne m'empêche pas de dormir, je le dis simplement dans une sorte d'analyse de la situation globale. C'est une des dimensions. On a bien fait de s'endetter pour soutenir l'économie, mais il y a à terme un danger d'agitation sociale, de crise sociale. Enfin, peut-être qu'il faut prendre des mesures pour pallier ce danger aussi. Et finalement, j'en viens au dernier chantier. Là, je suis tout à fait à l'aise, c'est mon domaine professionnel de travail. Que devient l'état de droit dans la tempête? Il a fallu prendre des mesures. Je pense que les mesures qui ont été prises étaient pour la plupart, pour l'essentiel, légitimes. Donc, il fallait d'une certaine manière sortir de la légalité classique et entrer dans une légalité d'exception. Mais pas pour autant sortir de l'état de droit. Et là, je regrette, c'est particulièrement vrai en Belgique, c'est moins vrai en France, mais je regrette qu'on n'ait pas fait application, c'est un peu technique, de l'article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui dit honnêtement ce qui se passe, qui est un mécanisme que la France a d'ailleurs utilisé à 3 reprises, lors de l'affaire de la Nouvelle-Calédonie, lors des émeutes urbaines et lors des attentats terroristes. Elle n'a pas fait pour les mesures Covid, qui étaient finalement beaucoup plus liberticides que dans les 3 cas précédents. Or, l'article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme nous fait entrer dans un état d'exception, mais un état d'exception contrôlé, avec des limites, un contrôle supranational par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, et surtout des limites dans le temps. On dit quand ça commence, on dit quand ça s'arrête. Or, le danger des mesures qui ont été prises, c'est que, prises sous le couvert de l'urgence, elles ne s'installent dans la durée. Or, vous le savez, j'ai soigneusement préparé ma citation parce que je savais que j'étais invité par le Collège méditerranéen des libertés. Les libertés, c'est comme le dentifrice, une fois qu'elles sortent du tube, elles n'y rentrent jamais. Voilà. Donc, il faut être très prudent avec nos libertés et surtout avec le moment où s'arrêtent les états d'exception qu'on a été obligés de prendre. Voilà, j'en ai terminé, je n'ai fait qu'évoquer, je m'en excuse, quelques problématiques. Vous aurez compris, donc tout ça, c'est une question de confiance. Churchill disait never waste a good crisis, ne jamais gaspiller une bonne crise. Une crise, c'est l'occasion de remettre les choses à plat et de nous interroger. Et bien, ce soit notre interrogation apportée, c'est grâce à vous, je n'y avais pas vraiment pensé jusque-là, sur cette question de confiance qui est vraiment à la base, je dirais, de toutes les bonnes réactions aux différentes thématiques que j'ai évoquées ce soir. Je vous remercie de votre attention. Alors moi, je vais poser une question avant. Si j'avais été élève en terminale, il me semble que j'aurais posé la question suivante. Comment, parce que c'est difficile de distinguer un bien d'une valeur. Est-ce que la valeur, c'est pas ce que l'on construit ensemble? C'est ce que nous pouvons édifier. Parce que si la santé, c'est un don, il y en a qui ont la chance de naître, de vivre toute une vie sans avoir de problème de santé. Cette santé, elle nous a été donnée. Mais une valeur, elle est à construire, à défendre et à reconstruire sans arrêt. Est-ce que c'est pas quelque chose qui nous met à l'œuvre? Voilà, c'est la question que je voulais poser aux philosophes. Une question pertinente et redoutable. Oui, je pense que vous nous mettez sur la voie. La valeur est à construire ensemble, elle n'est pas donnée. J'avoue que j'aurais pu y penser en construisant cette distinction. Non. Voilà. La santé, on
peut naître en mauvaise santé, c'est pas pour ça qu'on est handicapé, qu'on a moins de valeur. Au contraire. Oui, bien sûr. La valeur est quelque chose de plus fragile, de plus construit, de moins objectif. Oui. Je sais pas. Je voulais... Alors? Oui, on entend souvent dire qu'il y aura un avant et un après Covid. Est-ce que vous pensez vraiment que quand le Covid sera passé, quand il aura disparu, on aura vraiment changé? Est-ce qu'il y aura eu un changement au niveau des peuples sur nos façons de nous comporter, les relations humaines, notre place dans le monde? Est-ce que vraiment il y aura un après? Ou est-ce qu'on oubliera et on reviendra comme on était avant? C'est vraiment la question qui se pose maintenant. Une bibliographie, mais vraiment considérable sur le sujet. Par exemple, pour citer ce livre au titre éloquent, Maintenant on fait quoi? De M. Lafay, qui a interrogé, donné la parole à une quarantaine de grands intellectuels ou praticiens. Voilà, maintenant on fait quoi? Donc c'est effectivement le thème. Je ferai une réponse aux Normands, il y a des choses qui vont changer. C'est évident que le plus probable, c'est le réflexe du déni ou du refoulement. Et même avec une certaine frénésie, retrouver le monde d'avant. Mais il n'y a rien à faire. Héraclite disait, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. On ne reviendra jamais au monde d'avant. Il y a des choses évidentes, par exemple, qui vont changer dans le domaine que je connais un peu mieux. À l'université, les cours en présentiel ont repris, mais désormais on est filmé les colloques aussi se font en formule mixte, mi-présentiel, mi par écran interposé, et on trouve évidemment aussi des avantages à ces situations. Les urbanistes, les architectes se mettent déjà au travail avec l'idée du télétravail qui va évidemment partiellement se généraliser. Donc les surfaces de bureaux vont changer, les habitudes de mobilité. Donc je prends des exemples très triviaux pour montrer qu'on ne reviendra jamais dans le monde. Ensuite, il n'y aura jamais non plus tout à fait d'après-Covid, parce que j'ai essayé de le dire en lisant ce que disent les épidémiologues, on ne se débarrassera pas de sitôt de la maladie. Et vous avez entendu les troisième vague, troisième dose de vaccin, bientôt quatrième, puis ce sera comme la grippe avec des vaccins réguliers. Mais votre question, visiblement, est plus profonde que celle-là, et je l'entends bien aussi de façon plus profonde, c'est serons-nous capables de faire ce que Churchill nous invitait à faire, c'est-à-dire tirer parti d'un avertissement pour ne pas tomber dans l'effet Cassandre. Parce qu'il est très probable que la crise que nous avons traversée est la répétition générale de crises plus importantes, environnementales notamment. Et donc, oui, il faut... Voilà, mais c'est bien le but de cette conférence, de cette réflexion, c'est de réfléchir au-delà de la parenthèse qui pourrait plus ou moins se refermer à un mode de société qui soit capable de résilience et d'innovation pour affronter ces défis. Donc, je pense que le plus probable, c'est que notre inclination naturelle nous pousse au refoulement et au déni, mais ce n'est pas une raison pour que, du point de vue intellectuel et militant, on ne s'emploie pas à construire un autre scénario. Voilà. Mais en tout cas, la bibliographie sur le sujet est immense. Edgar Morin, Changeons de voie, Bruno Latour, Comment atterrir, tout ça sont des réflexions post-Covid. Il y en a vraiment beaucoup. Résister ensemble, enfin, j'en ai une bibliographie avec une dizaine de titres. Monsieur, une question? Oui, quel bonheur de se retrouver. Merci, merci à vous. Le Covid est-il le révélateur d'efficacité entre des systèmes politiques? On a d'un côté la Chine, l'URSS, la Turquie, on a fini à voir Trump, et ce que j'appellerais les démocraties à peu près parlementaires,
et est-elle aussi un accélérateur de demande de pouvoir fort? Oui. Merci. Oui, merci de la question, donc qui est une question politique. Je pense, c'est bien pour ça que j'ai consacré quelques lignes à la question chinoise, accélérateur de pouvoir fort. C'est quelqu'un pourtant que j'estime beaucoup, le professeur Kahn, président de la Ligue française, qui était président de la Ligue française du cancer, qui a dit sur les antennes de la radio française nationale quelque chose comme la démocratie est un luxe qui est plutôt embarrassant en période d'épidémie. Donc, il l'a dit, j'en parle. On n'a jamais eu autant de... Donc, c'est évident que c'est un aspirateur à pouvoir fort, aussi pour des raisons de peur, sécurité, dont j'ai parlé aussi, des raisons d'efficacité dans l'action. Je pense que les démocraties sont plus lentes à l'allumage, mais plus résilientes. C'est un peu ce que j'ai essayé de dire. L'Europe, par exemple, je n'ai pas du tout parlé, je le regrette parce qu'il faut plus parler de l'Europe. On ne survivra pas sans l'Europe. L'Europe a été un peu lente à l'allumage, mais avec les compétences réduites dont elle dispose, elle s'en est pas si mal sortie, à la fois en mettant sur pied une centrale d'achat des vaccins, ce qui a quand même permis une certaine solidarité dans la distribution des vaccins entre pays comme l'Allemagne qui ont un bargaining power, qui ont un pouvoir de négociation fort, et de pays évidemment plus faibles. Donc il y a une solidarité vaccinale au sein de l'Europe. Et aussi l'Europe a quand même débloqué beaucoup d'argent au printemps 2020. Elle a aussi eu le courage de revenir sur son dogmatisme d'austérité en rachetant sur les marchés secondaires les titres de la dette souveraine de toute une série d'États, ce qui lui vaut d'ailleurs des ennuis avec la Cour constitutionnelle allemande qui lui reproche. Donc là, on a quand même eu la politique solidaire, rationnelle, même si ça n'a pas eu la fulgurance des réflexes chinois. Voilà. Donc, alors, on peut aussi s'interroger sur les mérites respectifs. C'est un Belge qui parle du fédéralisme et de la centralisation. Est-ce que le fédéralisme... Alors en Belgique, c'était une période bénie de ce point de vue-là. On a pour une fois fait taire nos querelles communautaires. Et la première ministre, une femme, la première fois, je le souligne avec plaisir, a réussi à faire taire les divisions communautaires et à imposer, au pire moment de la crise, en mars-avril, des décisions à la fois au nord et au sud du pays. Voilà. Donc même des pays fédéraux où le mécanisme de prise de décision politique est quand même difficile, ont pu se révéler efficaces. Voilà. Parfois à l'inverse, mais je parle sous votre contrôle, un excès de centralisation peut être aussi mauvais parce que les situations gagnent parfois à être gérées au plus près du terrain. Il me semble qu'au fil des mois, le traitement politique de la crise a fait une place plus grande à la variété des situations dans les départements, ce qui me paraît logique. C'est pas aussi évident. Parce que l'Allemagne, qui est un pays éminemment fédéral, a eu dans la première vague un taux de mortalité qui était ridiculement bas, alors qu'après l'épidémie, la seconde vague a été pour elle dramatique. Donc, et nous, on est centralisateur et ça a été quand même assez bien géré. Alors là, il y a encore eu un autre problème. L'Allemagne avait une longueur d'avance en termes de tests et de masques. Et donc, ils ont pu appliquer ce qui était la moins mauvaise politique. Quand on disposait de tests et de masques, c'était ça. Peut-être qu'il y a eu un excès de confiance à ce moment-là et qu'ils se sont endormis sur leur laurier et qu'ils ont été rattrapés par la seconde vague. Voilà, certainement. Non, mais les politiques, ils en ont tous pris pour leur grade. Regardez aussi les pays qui ont fait le pari de l'immunité collective, comme la Suède. Au début, c'était magnifique, personne n'était malade en Suède, ils pratiquaient l'immunité collective, donc très peu de contraintes. Donc c'était le pari que le virus allait circuler et que les gens allaient s'immuniser collectivement. Et puis ils ont été aussi rattrapés par la deuxième vague. Regardez le Premier ministre anglais, Boris Johnson, tout fanfaron en disant le virus ne connaît pas, et puis il termine, enfin heureusement il n'a pas terminé, mais il a bien à l'hôpital. Un mauvais quart d'heure à l'hôpital.
Moi, je voudrais vous demander, vous ne pensez pas que si on pense à l'après, il faudrait peut-être mettre dans les programmes scolaires l'histoire de la science? Parce que vraiment, ça apprendrait beaucoup de choses, des choses importantes comme la question de la crédulité, la question, le fait que la science se trompe parfois, elle n'est pas omnipotente, la question du temps. Il y a autant de questions qui sont fondamentales et je crois que... Et puis défendre, je ne sais pas moi, la recherche fondamentale en France, je pense qu'il y a des choses comme ça. Je ne sais pas si on apprend quelque chose sur l'histoire de la science aujourd'hui dans les lycées, mais moi, je ne l'ai jamais abordé de toute ma scolarité, même en terminale. Vraiment, on arrivait, on était totalement démunis. Voilà, il me semble que ça pourrait être un des effets de cette crise, que le citoyen soit quand même, qu'il comprenne comment fonctionne la science, parce qu'on va en avoir de plus en plus besoin. Oui, j'applaudis. Je pense qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui applaudissent. Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut lire Gaston Bachelard, un formidable philosophe scientifique. Et ça rend d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas la bosse scientifique, les sciences beaucoup plus agréables et abordables. Quand on comprend qu'on n'a pas toujours pensé comme ça, et pourquoi aujourd'hui on pense comme ça, c'est magnifique. Bien, écoutez, je crois que Philippe a une question à poser. Les grandes leçons de cette pandémie, c'est, comme le disait Didier Sicard, ancien président du Comité national d'éthique, qui est médecin, la faible importance de la santé publique en France. Il disait, si j'avais 20 ans maintenant, je choisirais santé publique plutôt que des spécialités autres, parce que c'est fondamental, parce qu'on on relie les connaissances, disait-il. C'est un médecin, il a travaillé sur les questions éthiques, et je trouvais ça révélateur en disant, ce sont les médecins en bas de l'échelle dans les concours qui, par dépit, prennent santé publique. Ça devrait être l'inverse, dit-il, dans une interview récent. Est-ce que la santé publique, c'est pas un peu... On n'a pas perçu que c'était fondamental pour anticiper les futurs risques environnementaux, notamment, en liant santé, environnement, culture du risque, etc. Oui, certainement, ça va dans le sens de ce que j'expliquais, le dialogue entre sciences humaines, sciences sociales, acteurs de terrain. J'ai eu la chance, en pleine pandémie, d'aller voir mon beau-frère qui est médecin sans frontières au Cap et qui faisait de la santé publique dans les townships. Et j'ai vraiment été frappé par d'abord le sang-froid de médecins, mais aussi de populations plus habituées à gérer des épidémies. Aussi à une décentralisation de la prise en charge de l'épidémie. Il n'y avait pas, comme chez nous, l'hospitalocentrisme. Chez nous, c'est tout ou rien. Alors que dans des pays forcément plus pauvres, il y a une prise en charge plus réticulaire, plus communautaire, dans des dispensaires. Voilà. Il y avait aussi l'intervention de toutes sortes de petites mains qui n'étaient pas des spécialistes, mais qui étaient des gens de bonne volonté, pour poser des actes qui n'étaient pas très techniques. Le traitement du Covid, je parle sous le contrôle des médecins, ne demandait pas des actes d'une technicité folle, mais il fallait aussi retourner les malades, les nourrir, les laver. Mais voilà, il y avait tout un tas de bonne volonté qu'on mobilisait plus facilement. Ça m'a fort frappé, un traitement avec plus de sang-froid, moins de mesures contraignantes, et finalement pour des résultats pas mauvais. Oui, une dernière question. Allez-y. C'est une remarque, vous avez tout à fait raison, à la condition que les organismes de santé publique fassent autre chose que gérer la crise et nous disent la solution, c'est d'avoir une médecine qui dépense moins d'argent, la médecine doit être rentable et c'est la seule façon de concevoir les choses. Donc oui, vous avez raison en théorie, mais dans la pratique, j'ai peur que ce ne soit absolument pas ça. Bien, écoutez, je crois que nous allons remercier M. François Host. Vraiment, il a posé les bases de notre année de travail avec cette réflexion qu'il a faite sur la confiance.
je dois le remercier parce que vraiment il a revu tout son propos à l'aune de la confiance et je crois que nous allons pouvoir bien travailler sur ce qu'il appelle ce qui est aussi invisible que l'air que nous respirons, mais aussi indispensable. Voilà, je vous remercie. Et à très bientôt avec Pierre Zaoui. Vous allez voir, c'est un philosophe tout à fait extraordinaire. Vous avez une petite plaquette à l'entrée, puis on vous enverra un mail. Si vous ne recevez pas nos mails, n'hésitez pas à nous le signaler. Hein, voilà.